Donc d'abord, je voulais vous remercier Madame Guillaume de m'avoir invitée à cette journée qui est importante pour, je n'ai pas oublié de mettre le micro ici, pour votre association. Et je voulais en tout premier lieu, merci de mettre la première diapo, vous expliquer pourquoi je suis là et pourquoi, en fait, je vais faire un point donc, sur la construction des inégalités au sein du système scolaire. Et je vais aussi parler des représentations des femmes et des hommes, des filles et des garçons au sein de l'école. Donc tout d'abord, voilà, et cette présentation d'ailleurs est issue d'un dossier qu'on appelle à l'Institut français de l'éducation des dossiers de veille, qui essaye en fait de faire un point de l'état des recherches sur certaines questions thématiques, ici les questions d'inégalité, les questions de genre. Donc ces dossiers sont en général un point de vue un peu multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter les points de vue à la fois de la sociologie, de la psychologie, de l'histoire ou des sciences linguistiques, enfin toutes les disciplines qui peuvent à un moment donné éclairer les faits éducatifs. Voilà, donc cette mission d'interface entre justement les recherches et les personnes impliquées dans le système éducatif, c'est ce qu'on essaye de faire en apportant des sortes de bilans finalement de l'état des savoirs sur un sujet particulier. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la construction donc, de ces représentations de l'école. À l'école, merci. Encore. Voilà, c'est pas grave. Un petit peu de technique, encore un peu, voilà. Mais tout d'abord, donc avant de se concentrer, on m'entend toujours là, j'ai l'impression, oui. Okay. Avant de se concentrer sur ce qui se passe à l'école. Merci. C'est mieux ? Ouais. Donc avant de se concentrer sur ce qui se passe à l'école, je voulais revenir un peu comme, mais d'une autre façon, un peu comme Clémence l'a fait, sur le terme genre, donc effectivement, qui a toute son importance pour le sujet que nous traitons aujourd'hui. Donc, on peut dire que, moi, dans ce que j'ai lu dans les recherches, c'est qu'il y a deux types de définition du terme genre. Le premier est plutôt d'ordre psychologique et on considère que le genre, en fait, c'est l'ensemble des attributs psychologiques, des comportements qui sont propres à un sexe. Voilà. Et on estime que c'est naturel, c'est-à-dire qu'on est femme, on est homme et ces différences s'expriment de façon naturelle. Et puis, dans une autre définition, est plutôt une définition qui provient des recherches sur le féminisme et qui considère le genre comme finalement quelque chose, comme l'a expliqué Clémence, qui serait culturellement construit. C'est-à-dire qu'on apprend les caractéristiques de ce que c'est être une femme et puis on apprend les caractéristiques de ce que c'est qu'être un homme dans notre société. Finalement, donc, ces caractéristiques donnent lieu à certains rôles. Voilà, on attend des femmes qu'elles se comportent d'une certaine façon et des hommes qui se comportent d'une autre façon. Ce concept de genre est donc d'abord un rapport qui divise effectivement en deux la société, des êtres humains, mais qui également hiérarchise ces groupes. C'est-à-dire que on considère qu'il y a un groupe dominant et un groupe dominé. Voilà, je vous laisse. Voilà, c'est une chercheuse qui s'appelle Isabelle Collet qui a expliqué ce principe. Ces différences donc, et cette hiérarchisation peuvent donner donc, lieu à des inégalités, à la domination d'un groupe sur l'autre, des discriminations, du sexisme, de la violence, etc. Et je vais juste prendre un petit peu d'eau parce que j'ai la bouche. Avec nos merveilleuses bouteilles réutilisables de justice. Merci beaucoup. Voilà, merci de passer à la suivante. Voilà, je vous prie d'excuser. Dans la galerie Véronnet, on dit qu'il en reste quelques-unes. Pour la mesure, ça peut 4 €, il en reste pas beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour l'interruption. Je suis désolée. Et donc, en fait, ces différences qu'on pense exister entre donc, les hommes et les femmes, comment pourrait-on les justifier ? Alors, le point de vue neurobiologique, donc la neurobiologie a beaucoup évolué ces derniers temps, et pourtant, d'après ce que j'ai lu moi, dans les résultats de ces recherches, on n'a jamais trouvé de différence dans le cerveau des femmes et des hommes, autre que peut-être les différences qui concernent les fonctions de reproduction. Mais à partir du moment où quand les enfants naissent, 90% de leurs connexions neuronales ne sont pas faites,
Donc la construction en fait, de leur cerveau et les changements du coup qui s'y opèrent sont en fonction, effectivement, excusez-moi, des interactions qu'il va pouvoir y avoir avec le groupe dans lequel ils sont nés. Donc, c'est pas de différence entre les cerveaux. Ce sont les apprentissages, en fait, la plasticité, qui est un grand principe qui a été expliqué en neurobiologie. Donc, cette plasticité permet des apprentissages de comportement tout au long de la vie et finalement, on apprend les comportements que la société attend de nous, donc quand on est un homme ou quand on est une femme. C'est encore Isabelle Collet qui a montré un petit peu la façon dont on utilisait certains vocabulaires. On dit souvent, et on parle d'égalité, on parle de différence, on parle de complémentarité. Et elle a montré comment en fait la complémentarité n'est pas justement une façon égale d'aborder les hommes et les femmes, puisqu'on peut être complémentaire, mais inégal. Et c'est ça qu'elle a voulu montrer à travers ses recherches. Également, cette différenciation entre ce qu'est le sexe biologique et le genre a été discuté déjà dans des travaux par John Money, qui est un Américain, dès les années 1955. Et en fait, il a fait ses travaux, non pas parce que c'était un féministe, mais parce qu'il avait fait des recherches sur des enfants intersexués et dont il était très difficile de reconnaître le sexe biologique. Et donc, du coup, pour trouver une distinction, il a parlé de sexe et de genre. Merci. Voilà, de ces différences de représentation naissent les stéréotypes liés au sexe. Donc les stéréotypes, sont des représentations, des croyances qui globalisent, c'est-à-dire qui généralisent en fait les représentations qu'on a des hommes et des femmes de façon très schématique et qui sont partagées dans la société. Donc ces stéréotypes sont principalement diffusés au sein de l'éducation, par les médias et dans le monde du travail. C'est pour ça que finalement ces inégalités qui naissent à partir de ces stéréotypes vont avoir un impact sur ce qui se passe dans le travail et également à l'école, et on va en revenir tout à l'heure. Donc une fois de plus, la biologie, et ni les sciences sociales ni la biologie, finalement, n'ont trouvé d'explication liée à l'anatomie des sexes biologiques qui pourrait justifier de cette hiérarchie, qui est la hiérarchie entre les hommes et les femmes dans la société. Et je suis obligée de reboire un peu. On a aussi des post-it qui sont gratuits. J'achèterai tout après. Voilà. Donc ces stéréotypes de sexe, Françoise Héritier en a parlé. Donc c'est une sociologue justement, qui a parlé de valence différentielle des sexes. Et en fait, cette valence, cette différence de valeur qu'on attribue au genre, féminin ou masculin, finalement c'est ça qui va classer les êtres humains. Et la distribution évidemment du pouvoir est inégale au sein de la société. Merci. Voilà, donc juste pour illustrer ce propos des stéréotypes de genre, j'ai fait comme ça, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau moi et d'autres chercheurs, on fait des analyses de ce qui se passait dans les catalogues de jouets pour enfants, les catalogues proposés par les grandes enseignes. Donc on a d'un côté, j'imagine que tout le monde a fait cette remarque, néanmoins c'est toujours aussi perturbant. Donc d'un côté vous avez les jouets pour filles, donc voilà, qui sont en général évidemment dans un rayon ultra rose en général, et tous ces jouets finalement sont par exemple dans le registre des jeux d'imitation. Alors je cuisine, je fais du ménage, où on s'occupe des enfants, donc tout l'univers des poupées. La console de jeu, elle, enregistre tes secrets, donc quelque chose de très intériorisé, de très confidentiel. Également, on propose aux filles de jouer avec ce qui se passe dans la maison, donc à l'intérieur. Et puis, l'univers féerique, donc qui n'existe pas. Et beaucoup de jouets concernent donc le maquillage, la coiffure, la cosmétique, parce qu'il faut, quand on est une fille, il faut être belle.
Du côté des... Alors, et puis la princesse, évidemment, le mythe de la princesse qui attend le prince en général. Du côté des garçons, donc voilà, on trouve des jouets en général liés aux voitures, aux motos. La tablette, elle, n'est pas rose, elle est bleue. Et puis, sur cette tablette, on confie pas ses secrets, mais on fait des photos, on dessine. Et les déguisements, c'est pas des princes, mais plutôt des super-héros, donc comme Iron Man ou Superman. Les Playmobil dans des cartons bleus et les Lego dans des cartons bleus, toujours. En général, il y a peut-être des fois marqué pour garçons. Donc, on concerne tous les personnages de type policier, pompier, aventurier. Donc finalement, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'on essaie d'apprendre aux filles. Hein, donc, quand on repart sur les représentations des genres qui sont appris culturellement, donc les filles, finalement, on leur demande de développer certaines caractéristiques, et en général, qui découlent de ça. Donc c'est très schématique aussi. Hein, je m'en excuse, mais néanmoins, quand même, ça pose question. Donc la douceur, la maternité, l'empathie, la passivité, puisqu'elle attend le prince, et puis la beauté, la séduction, etc. Donc, c'est un petit peu des caractéristiques qu'on demande aux filles de développer, en tout cas par rapport aux jouets qu'on leur propose. Et puis de l'autre côté, les garçons, et je ne dis pas que c'est plus facile pour eux non plus, on leur demande d'être courageux, le super-héros reste une référence, et puis ils sont censés bouger. Voilà, s'ils ne bougent pas, ça ne va pas. Et puis, donc, leur modèle l'héroïsme, l'action, et l'autorité aussi, ce sont donc ces caractéristiques, puisque bon, les pompiers ou les gendarmes, par exemple, sont des figures d'autorité. Donc, ce sont des caractéristiques qu'on leur demande aussi de développer. Alors, toutes ces références, voilà, je les ai lues aussi dans un rapport qui avait été publié par le Sénat. Donc, je vous donne mes références au fur et à mesure juste pour vous montrer que voilà, c'est pas moi qui ai tout inventé, mais donc ce rapport qui parlait de la première initiation à l'égalité passait par les domaines du jouet. C'est très important. Merci. Alors, quelques chiffres, et puis il faut appuyer une deuxième fois pour que ça soit plus grand. Voilà. Un petit peu plus, voilà. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans une brochure du laboratoire de l'égalité. Alors, ils datent peut-être un petit peu, parce que je crois que c'était en 2013. Néanmoins, je pense que ce type de chiffres n'a pas énormément évolué. Et notamment, on parlait tout à l'heure de la prise de parole et dans les médias. 80% des experts interrogés donc, dans les médias sont toujours des hommes. Pareil, le nombre de personnes représentées à l'écran sont également des hommes. Dans le travail, vous voyez qu'en termes de postes à responsabilité, sont également majoritairement occupés par des hommes. Et dans l'éducation, eh bien, on voit que, pareil, il y a une forte ségrégation, notamment en termes d'orientation, des filles et des garçons dans certaines filières qui leur seraient réservées, et que c'est très difficile de sortir de ce carcan. Donc je passe les autres chiffres, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Ça, c'est le prési, hein, désolé, ça fait comme ça. Voilà, donc du coup, à l'école, les représentations du féminin, du masculin, ces représentations sont très prégnantes en fait dans la façon dont les élèves aussi vont développer finalement des goûts, des compétences dans certaines matières, dans certaines disciplines. Ces stéréotypes, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, finalement vont façonner le quotidien des élèves, mais aussi des adultes dans les établissements scolaires, mais ça commence déjà dans les structures d'accueil de la petite enfance. Notamment, certaines alors ça, c'est Grézy et Georges sont des inspecteurs généraux, enfin une inspectrice et un inspecteur généraux des affaires sociales, excusez-moi. Donc, ils ont rédigé ce rapport. Ils ont en fait des observations dans les structures d'accueil des jeunes enfants pour voir un petit peu comment ça se passait. Des structures d'accueil qui, en général, sont sensibilisées à la neutralité. Hein, voilà, on fait attention, pas forcément proposer le camion au garçon et la poupée à la petite fille. Et néanmoins, ils ont quand même observé que les interactions en fonction du sexe des enfants étaient différentes de la part des adultes dans ces structures. Notamment, par exemple, dans le domaine de la motricité, où les petits garçons sont beaucoup plus incités à bouger. Alors, ce sont des généralités, on est bien d'accord que voilà, ça ne s'applique pas forcément à tous, mais ce sont quand même des réalités observées sur le terrain par ces inspecteurs.
Ils ont donc observé cette différence au niveau de l'encouragement à la motricité, au niveau de la gestion des émotions, où effectivement les petites filles, si elles pleurent, sont plus encouragées à partager la raison de leurs émotions. Les jeux et activités proposés restent différenciés. Alors parfois à la demande des enfants eux-mêmes, parce que eux-mêmes sont aussi un peu enfermés dans ces représentations, et même assez fortement, et assez petits, tout petits aussi. Et donc ils ont trouvé qu'il y avait qu'il y avait entre autres 3 données à prendre en compte pour essayer de promouvoir une éducation un petit peu moins stéréotypée. Donc le fait que les enfants soient rigides par rapport à l'appartenance à un sexe. Ils n'ont pas forcément conscience des différences biologiques, en fait, mais ils ont bien conscience d'un rôle différent attribué aux garçons ou aux filles. Ce qui ressort d'ailleurs particulièrement, notamment au niveau de la non-mixité des personnels dans ces structures. C'est une donnée aussi importante à prendre en compte. Et si on veut que les enfants garçons puissent comprendre que les deux sexes peuvent s'occuper finalement des enfants, il faudrait qu'il y ait plus d'hommes dans ces structures. Également au niveau donc des jouets, des vêtements, des pratiques d'apprentissage, pareil, les interactions sont différenciées. Les vêtements, c'est assez fréquent, où on demande aux petites filles plutôt d'avoir une tenue, voilà, d'être respectueuses de leur tenue, d'être jolies. D'ailleurs, quand on voit une petite fille, on lui dit, voilà, qu'est-ce que tu es jolie. Un petit garçon, on lui dit, on lui dit pas ça, on lui dit, qu'est-ce que tu es fort. Enfin, je sais, c'est schématique, mais néanmoins, je le sais parce que moi, j'ai des filles aussi et je reproduis ces schémas, donc malgré moi. Voilà. Alors, ces représentations, et on va passer à la suivante. Je les ai traduits assez brièvement. Donc, je me suis basée d'abord sur une analyse qu'avait fait donc, Christine Détré, qui est sociologue, une analyse des encyclopédies, où vous savez, des imagiers montrés aux enfants pour qu'ils apprennent des choses. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée prendre les encyclopédies que j'avais achetées à l'époque, donc il y a quelques années, à mes filles. Néanmoins, ça n'a pas plus de 10 ans. Et je suis tombée sur ce type de représentation. Et notamment, donc ici, le papa, c'est une scène de vie à la maison. Le papa revient du travail. Il a sa cravate, donc il revient du travail. La maman, c'est elle qui va laver les petits. Donc ça, c'est ce qu'on présente comme image, en fait, aux enfants pour qu'ils s'identifient. Ici, vous avez, c'était une page sur la motricité, donc vous avez un petit garçon qui bouge et qui court avec son ballon. Et puis là, la petite fille, elle bouge, mais sur place, et devant une machine à laver. Voilà. Je vous jure, je n'avais pas vu ça avant, mais j'étais un peu choquée. Ici, on va faire un zoom sur juste... Ici, voilà, il y a marqué, pour promener le bébé, sa maman le met dans un landau. C'est-à-dire que le papa, il n'a pas de bras. Et c'est sans doute pas ce que c'est qu'une poussette, voilà. Et donc, ce sont quand même des images donc, qui existent dans un grand nombre de littérature destinée aux enfants. Je reviens. Et alors, il y avait aussi la question du monsieur qui faisait sa flexion. Ça, c'était pour montrer que quand on veut montrer un muscle imposant, un muscle qui caractérise la force, voilà, eh bien, la majorité, la plupart du temps, c'est un homme, c'est une image d'homme finalement qu'on choisit. Excusez-moi, alors, pardon de vous couper oui. à ce moment-là, mais qui est intéressant et je crois que tout le monde a bien vu tout le travail de recherche et le sens, et ça vous permettra de boire un petit verre d'eau. Je vous remercie pour tous ces propos qui sont très illustrés. Alors, la question qu'on se pose aussi, peut-être pour se détacher un petit peu du support, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, finalement. On a plus ou moins conscience des stéréotypes, vous l'avez bien dit. Certains sont très conscients, d'autres beaucoup moins. Et notre question collective ici, en tant que femme, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est comment est-ce qu'on avance ? Alors, on en a parlé sur la répartition de la parole. On va y revenir aussi sur la façon dont on la prend. Peut-être, pour conclure, si vous le permettez, qu'est-ce que vous pouvez nous livrer comme message sur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, vous nous avez montré comment l'institution de l'éducation, on va dire, ou de l'école, ou les jouets, etc., véhicule des messages. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour contrebalancer ce phénomène ?
Alors, on peut zapper jusqu'à la fin ou Par exemple. Alors allez-y, je vous dirai stop, continuez. Donc en fait, voilà, moi je parlais des parcours différenciés qui impactaient l'orientation, donc surtout au niveau de l'école. Donc voilà peut-être la diapo qui pourrait conclure effectivement sur comment empêcher que ces inégalités se traduisent, en tout cas pour les filles notamment. Donc je parle toujours de l'orientation scolaire justement, de faire des choix de carrière en fait qui sont attendus par la société en général. Donc, vous parliez tout à l'heure de la difficulté des fois à postuler sur des emplois à haute responsabilité. Eh bien, pour prendre un exemple très simple qui illustre ça, si vous voulez, on dit donc naturellement. Les hommes sont autoritaires, ils ont de l'autorité naturelle. Les femmes n'en ont pas, c'est comme pour la parole. Donc, ça s'appelle une discrimination. Donc du coup, on embauche moins les femmes sur des postes à responsabilité. Ça, c'est une inégalité. Et enfin, puisque on embauche moins les femmes sur des postes à responsabilité, il y en a moins sur ces postes à responsabilité. Et donc là, c'est un stéréotype, c'est-à-dire les femmes n'ont pas d'autorité naturelle, donc elles ne peuvent pas avoir ces postes à responsabilité. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Donc à mon avis, il faut travailler vraiment sur ces représentations, c'est-à-dire pour faire prendre conscience à l'ensemble de la société. Et c'est pas qu'à l'école que ça se passe, on est bien d'accord, ça commence dans la famille, ça commence et puis ça va à l'école, et puis dans le milieu professionnel. Moi, c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment travailler. C'est cette conscientisation. Il y a même un mot qui existe pour ça. Prendre conscience, en fait, de ce qu'on fait à chaque fois. C'est un peu contraignant et c'est un peu difficile aussi, surtout quand on est une femme. Et voilà, et paf, je fais un stéréotype. Néanmoins, pour moi, voilà, c'est cette conscientisation qui est importante. Et j'ai ma dernière diapo. Et pour montrer qu'il y a des choses qui se font justement pour faire prendre conscience, donc ces actions en faveur de cette prise de conscience liée au genre. Donc il y a pas mal de choses institutionnelles qui sont publiées, qui sont produites très récemment. Le Conseil économique, social et environnemental donc a publié en 2020 une charte qui demande à ce que l'urbanisation, par exemple, et ça aussi c'est très important, prenne en compte finalement l'activité féminine dans la ville, parce que voilà, elle n'est pas la même que celle des hommes. C'est comme ça. Et donc, pour une meilleure intégration aussi des femmes dans tous les espaces, l'espace public, l'espace de la ville, l'espace professionnel, c'est par là qu'il faut passer. Et puis, donc, l'éducation, la formation. Excusez-moi d'avoir été un peu longue.